Les yeux du berger allemand n'étaient pas perdus, ils étaient cachés. Quelqu'un avait enroulé 3 fois du ruban adhésif argenté autour de sa tête, ne laissant dépasser que son museau pour respirer. Et malgré tout, il continuait à veiller sur cette vieille valise marron, comme si elle contenait son dernier battement de cœur. En 68 ans, j'avais vu ma part de cruauté. J'en avais vu dans les ruelles de Da Nang quand des enfants se transformaient en tueurs. J'en avais vu dans des services hospitaliers où l'argent pesait plus lourd que la miséricorde. Mais ça, c'était autre chose. Le chien se tenait immobile sur la bande d'arrêt d'urgence de l'Interstate 405, les voitures filant à 110 à l'heure à quelques centimètres de ses pattes ensanglantées. Le soleil de Californie avait transformé l'asphalte en une plaque brûlante. Il devait bien faire 35 degrés, ses côtes saillaient sous un pelage sale et emmêlé comme des barreaux de prison. Chaque respiration était courte, calculée, comme s'il économisait l'air. Une note était collée sur la valise, maintenue par du ruban adhésif. Chien gratuit, trop bruyant. Mes mains tremblaient en me rangeant sur le bas-côté. Pas de l'âge, de la rage. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché et partagez vos impressions en commentaire en nous disant aussi depuis quelle ville vous nous regardez. Et maintenant, poursuivons l'histoire. Je m'appelle Richard Sullivan. Rick, pour ceux qui me connaissent depuis plus d'1 minute. Ancien soldat du Vietnam, division d'infanterie, même si aujourd'hui ça ressemble plus à une autre vie qu'à la mienne. Aujourd'hui, je suis juste un vieux type de Riverside qui essaye de faire tenir 1247 $ par mois de pension pour payer un crédit immobilier que je n'aurais jamais dû contracter. Depuis que le cancer m'a volé Emily en 2019, la maison est devenue un mausolée trop grand. La maladie nous avait aussi pris nos économies. 340 000 $ de factures pour des traitements soi-disant expérimentaux. Drôle d'expérience où l'on vous demande de payer plein tarif pour servir de cobaye. Depuis, je traîne seul dans ces 3 chambres vides, parlant à son tablier jaune toujours accroché dans la cuisine. Le café est prêt, ma chérie. Je souffle chaque matin à personne. Je verse toujours 2 tasses. La sienne reste pleine jusqu'au soir. Je fais du bénévolat dans un refuge animalier les mardis et jeudis. Ça me donne une raison de me lever, d'avaler mes pilules, de prétendre que mes mains ne tremblent pas quand je repense à Michael, mon fils. Je l'ai perdu en Afghanistan en 2010. Même guerre, autre désert. Il avait 23 ans. Il aurait eu 36 le mois prochain. Émilie disait toujours, le bon Dieu ne nous donne jamais plus que ce qu'on peut supporter. Je crois qu'il nous surestime. Le berger allemand n'avait toujours pas bougé. 3 ans peut-être. Pure race à première vue, même s'il fallait deviner derrière les blessures. Son oreille gauche pendait anormalement, une vieille fracture mal ressoudée. Ses côtes semblaient avoir été brisées puis avoir guéri sans soin. Des cicatrices parsemaient son museau comme un morse racontant la colère de quelqu'un. Mais ce qui me serrait le cœur, ce n'était pas ça. C'était la façon dont il restait parfaitement immobile, comme si le moindre mouvement appelait la punition, comme si respirer trop fort attirait la douleur. J'avais déjà vu cette posture, chez des enfants, des soldats, et dans le miroir. La valise était en cuir craquelé, raccommodée avec du scotch et des prières. Quoi qu'elle contienne, ce chien n'était pas prêt à la laisser. Ses pattes tremblaient, sûrement de déshydratation, d'épuisement, de chaleur. Mais il ne cherchait ni ombre ni répit. Il restait debout, en garde d'honneur d'un monde brisé. J'ai attrapé une bouteille d'eau dans mon vieux Ford Ranger. Émilie appelait ce pick-up le fossile. Mes genoux ont protesté quand je me suis accroupi doucement, parlant bas et régulier. « Salut soldat, mauvaise matinée, hein ?» Il a sursauté quand je me suis approché à moins de 2 mètres. Pas agressif, juste tendu, comme on se tend quand on sait ce qui va venir et qu'on ne peut pas l'empêcher. Le ruban autour de ses yeux entaillait sa fourrure, une sorte de bandeau cruel, fait pour le rendre impuissant, tout en le laissant assez conscient pour souffrir. Mes mains tremblaient, cette fois pas à cause de mon cœur malade. Une rage propre, brûlante comme le soleil californien. Quelqu'un avait regardé ce magnifique animal et avait choisi de le briser. Mais ils avaient mal calculé. Le chien était toujours debout, toujours en garde, toujours attaché à quelque chose qui méritait d'être protégé. Comme certains vieux fous qui devraient pourtant savoir mieux. Doucement, j'ai murmuré, m'agenouillant malgré mes genoux qui hurlaient. L'asphalte brûlait à travers mon jean. Plus personne ne va te faire de mal. Tout son corps s'est tendu quand j'ai glissé mes doigts sous le bord du ruban et commencé à le décoller, un poil arraché à chaque geste. 3 couches, ils avaient pris soin d'enrouler 3 fois pour être sûrs qu'ils ne puissent rien voir, rien se défendre.
Quand la dernière bande est tombée, il a cligné des yeux sous la lumière crue. Ses yeux, couleur bourbon, noyés de douleur, se sont posés sur moi une seconde, puis sont retombés vers le sol, comme si croiser un regard était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. « Voilà, c'est mieux, hein ?» Il n'a pas répondu. Juste déplacer son poids, se rapprochant encore de la valise. J'ai essayé de lui offrir de l'eau dans ma paume, qu'il a regardé se renverser sur le bitume brûlant sans bouger. Pas un regard pour la nourriture, pas une tentative pour fuir. Il restait là, à protéger son bien. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué son collier absent, son cou écorché. Pourtant, la façon dont il se tenait, cette discipline même dans la souffrance, ce chien avait été entraîné, quelqu'un lui avait donné des ordres, une mission, puis lui avait tout arraché sauf celle-ci, garder la valise. J'ai tenté plusieurs noms, Rex, Charlie, Buddy, Max, rien. Il ne bronchait pas. Même mon sandwich n'avait pas éveillé son museau. Il vacillait comme un mât sous un vent faible, mais refusait de céder. Alors, j'ai pris la valise. Au moment où mes doigts ont touché la poignée, il a bougé. Pas vite, il ne pouvait pas, mais avec détermination. Un pas, puis un autre, suivant non pas moi, mais ce vieux bagage comme s'il contenait le Saint Graal. Je l'ai mené à mon camion, ouvert la portière. Il a fixé le marchepied comme une montagne infranchissable. La première tentative a échoué, la deuxième, il a réussi, grimpant maladroitement sur la banquette. À peine avais-je posé la valise à côté de lui, qu'il a posé la tête dessus, soupirant comme s'il retenait ce souffle depuis des jours. Et c'est là que j'ai vu les vraies blessures. À l'ombre de la cabine, ses cicatrices apparaissaient plus nettes. Ses côtes balafrées comme une carte routière de la douleur, son oreille tordue à jamais, des plaques de poils clairsemées, signes d'années passées à l'étroit dans des espaces trop petits. Je me suis mordu la lèvre, murmurant une prière à Émilie. Elle détestait que je prenne le nom du Seigneur en vain. La route jusqu'au refuge m'a paru interminable. À chaque feu rouge, je le regardais dans le rétroviseur. Il n'a jamais bougé, sa tête toujours posée sur la valise, ses yeux à moitié clos, mais jamais complètement fermés. L'alerte tenace, même dans la fatigue. Certaines habitudes meurent plus lentement que l'espoir. Quand nous sommes arrivés au refuge animalier de Riverside, le personnel me connaissait. Je faisais du bénévolat depuis la maladie d'Émilie. Il fallait bien occuper mes mains. Mais ce jour-là, je n'étais pas Rick le bénévole, juste un vieil homme apportant une autre âme cabossée. Trouvé sur la 405, ai-je dit à la coordinatrice Kate. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont laissé avec ça. Je lui ai montré la valise. Elle a grimacé. 20 ans dans le sauvetage animal et elle grimaçait encore. Ça voulait tout dire. Des plaques? Une puce? Rien. Et il ne lâche pas cette valise. Nous l'avons coaxée à l'intérieur, moi portant son trésor, lui vacillant derrière moi sur ses pattes fragiles. Dans la salle d'examen, le docteur Samuel Webb, jeune vétérinaire à peine plus âgé que mon petit-fils aurait été, nous attendait. J'avais toujours trouvé quelque chose d'admirable chez ce garçon. Ses mains ne tremblaient jamais, pas même devant les pires cas. Il avait ce mélange de douceur et de savoir-faire que j'aurais aimé garder en vieillissant. Pendant qu'il auscultait le chien, toujours aussi stoïque, toujours collé à sa valise, je gardais ma paume posée sur la poignée en cuir usé, comme pour le rassurer. Samuel passa son lecteur sur la nuque du berger allemand. Un bip discret retentit. Il fronça les sourcils. Puce électronique. Il la lut, nota le numéro et s'éclipsa pour appeler. Je me suis laissé tomber au sol malgré mes hanches douloureuses. Le chien, lui, ne me quittait pas des yeux, encore et toujours vigilant. J'ai ouvert la valise, très lentement, craignant presque d'y découvrir un monstre. Il a suivi chaque geste, chaque mouvement de la fermeture éclair, prêt à réagir. À l'intérieur, il n'y avait pourtant rien de dangereux. Des dessins d'enfants, des crayons cassés, une clé USB glissée dans un sachet plastique, une enveloppe cachetée avec la mention à lire, des jouets de chiens effilochés, un petit accessoire rose en forme de papillon, une barrette et, dans une poche latérale, un collier en cuir brun aux boucles en laiton, usé mais solide. Le genre qu'on achète pour un chien qu'on aime. C'étaient les dessins qui me frappaient le plus. Des personnages bâclés à la craie, une fillette et son chien. Sur l'un d'eux, elle avait écrit d'une écriture enfantine « Moi et Buddy. Buddy est le meilleur. Buddy me protège. » Un autre montrait le chien placé entre la petite fille et une grosse masse noire griffonnée avec la légende « Le monstre. » J'ai senti ma gorge se nouer. Samuel est revenu quelques minutes plus tard, son téléphone encore en main. Il avait l'air dérangé. La puce est enregistrée au nom d'un certain Gregory Monroe. Il me montra son écran. Numéro déconnecté.
Adresse à Glendale, saisie bancaire il y a 6 mois. Il haussa les sourcils. C'est tout ce que j'ai. Puis plus bas, pour ses soins, il faudra compter au bas mot entre 3 et 4 000 $. Déshydratation sévère, malnutrition, blessures anciennes et récentes, infections aux pattes, sans compter les radios et antibiotiques. Je fixais les dessins étalés sur le sol. J'avais 1 800 $ sur un vieux compte d'épargne. L'assurance vie d'Émilie était partie en fumée avec ses soins. Ma pension ne couvrait déjà pas mes propres médicaments. Pourtant, les mots sortirent tout seuls. Je m'en occupe. Samuel me lança ce regard que les jeunes réservent aux vieux fous, mi-respectueux, mi-inquiet. Rick, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Je haussai les épaules. Mon cœur est déjà en miettes. Qu'est-ce que ça peut faire? Un peu plus de dettes? J'avais l'impression que cette valise, ces dessins, ce chien, tout ça devait avoir un sens. Parce que dans un monde où on bâillonne un chien et on le jette au bord d'une autoroute, il faut que certaines choses gardent encore un sens. En remplissant la paperasse, je l'ai vu enfin se coucher, la tête toujours posée sur son trésor, sa patte dessus comme une encre. Et moi, je comprenais ce geste. Je mettais toujours 2 tasses de café le matin. On garde ce qu'on ne peut pas lâcher. Le lendemain matin, je me suis présenté avant l'ouverture officielle. Kate m'a fait entrer par la porte de service en secouant la tête. Il n'a ni mangé ni bu, il est resté recroquevillé toute la nuit sur sa valise. Elle m'a conduit dans l'aile d'isolement. Il était exactement là où je l'avais laissé, enroulé autour du bagage comme s'il risquait de disparaître. Ses yeux ont suivi chacun de mes pas. Cette vigilance apprise, celle qui vient quand on vous apprend très tôt que bouger peut faire mal. « Salut, soldat !» ai-je murmuré en m'asseyant sur le sol froid. Ma hanche protestait, mais je l'ignorais. « Tu sais, à mon âge, on apprend à ignorer pas mal de choses. » J'avais apporté quelque chose, une vieille couverture d'Émilie, celle qu'elle gardait sur le lit jusqu'à la fin qui sentait encore son savon à la lavande. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé, peut-être parce que le chien de Michael s'y blottissait pendant les orages, peut-être parce que je deviens un vieux sentimental. Je la posai à côté de lui, son museau frémit. Pour la première fois, il montra un intérêt pour autre chose que la valise. « C'est celle d'Émilie », lui dis-je. Elle avait des mains douces, comme la petite fille qui a fait ses dessins, j'imagine. Il avança une patte, toucha timidement le tissu, puis la retira comme si ça brûlait. Je restais patient. À mon âge, c'est la seule chose qu'on a en abondance. 20 minutes plus tard, il s'était entièrement allongé dessus, la valise toujours contre lui. Petite victoire, je la pris. C'est alors qu'une famille entra dans l'aile. On les entendit avant de les voir, des parents qui marchaient à pas comptés, précautionneux comme des gens qui ne veulent pas réveiller un fantôme. La mère s'appelait Rachel Thompson. Elle avançait comme si elle portait du cristal dans les bras. Derrière elle, son mari, Marcus, solide et attentif. Entre eux, une petite fille, Anna Thompson. Pas plus de 40 livres, 7 ans d'après ce que Kate avait soufflé. Mais ses yeux appartenaient à quelqu'un de bien plus vieux. Ses cheveux sombres étaient tressés, ses vêtements impeccables. Tout en elle criait normalité. Tout, sauf sa façon de bouger, lente, calculée, comme si chaque pas pouvait déclencher une mine. « On cherche un chien de thérapie », expliqua Rachel à Kate, la voix tremblante de parents qui ont déjà tout essayé. Pour Anna, elle ne parle plus depuis 2 ans. Elle ne termina pas la phrase « inutile ». Ils visitèrent d'abord la partie principale. Des chiens heureux, d'autres qui aboyaient, remuaient la queue, faisaient leur numéro. Anna passa au milieu comme un spectateur dans un musée, sans rien toucher. Ses parents échangeaient des regards lourds de résignation, et puis elle le vit. Elle s'arrêta net. La main de sa mère glissa de la sienne. Sa tête se pencha, étudiant le berger allemand à travers la grille. Lui, pour la première fois, leva les yeux. Ils se fixèrent tous les deux. Pas de queue qui remue, pas d'aboiement, juste cette reconnaissance silencieuse. « Je te vois, je sais ce que coûte le silence. » Anna fit un pas vers la grille, puis un autre. Ses parents tendirent les mains pour la retenir, mais Kate les arrêta d'un geste. Nous retenions tous notre souffle alors que la fillette franchissait la porte du box. Le chien ne bougea pas, mais quelque chose dans sa posture se détendit légèrement. Ses oreilles, même la blessée, se redressèrent un peu. Anna s'assit à 3 pieds de lui, en tailleur sur le béton, et elle fit quelque chose qui me brisa le cœur. Elle sortit un petit carnet et se mit à dessiner. Le berger la regardait, la tête levée, ses narines frémissant, pas d'odeur de peur, pas de colère, juste une autre âme abîmée qui essayait de comprendre ce monde. Minutes après minutes, Anna dessinait. Lui la regardait, nous étions invisibles. Puis, sans prévenir, il se leva. «
Ses pattes tremblaient, mais il se leva. Il fit un pas vers elle, s'arrêta, un autre encore, comme s'il demandait la permission à chaque foulée. Quand il arriva à elle, il posa doucement sa tête sur ses genoux. Rachel mit sa main devant sa bouche pour étouffer un sanglot. Ce chien, qui refusait qu'on le touche, venait d'offrir sa confiance à une enfant, qui ne parlait plus depuis 2 ans. Anna hésita, puis posa sa main sur sa tête. D'abord sur l'oreille intacte, puis sur celle abîmée. Il ferma les yeux et poussa un soupir si humain que ma poitrine se serra. Et ce n'était même pas le miracle. Le miracle, c'est qu'Anna émit un son. Pas un mot, mais une note. Un petit bourdonnement hésitant. 3 notes qui flottaient dans l'air. Son père murmura « Mon Dieu ». La mère ajouta « On le prend, quoi qu'il en coûte ». J'ouvris la bouche, presque malgré moi. Il n'est pas prêt. Il lui faudra des soins, une rééducation. Et je désignai la valise. Il ne la lâchera pas. Il attend encore quelque chose, quelqu'un. Alors, on attendra avec lui, dit Marcus d'une voix calme. Il regardait sa fille, qui caressait maintenant doucement le chien. Elle a attendu assez longtemps. Ils peuvent attendre ensemble. Et c'est là que le téléphone de Kate sonna. Elle décrocha, s'éloigna et pâlit en revenant. « Monsieur Monroe ? Oui, nous avons bien un berger allemand correspondant à cette description. » Ma gorge se serra. « Monroe, le nom sur la puce. Demain 10 heures ? Très bien, veuillez apporter vos papiers de propriété. » Elle raccrocha et me lança un regard inquiet. « Le propriétaire vient demain. Il dit que le chien a été volé. » « Volé ? » Ma voix avait claqué plus fort que prévu. Mon vieux cœur cognait déjà dans ma poitrine. « Vous appelez ça voler, vous ?» Lui bander les yeux, le jeter au bord de l'autoroute, le laisser mourir de soif. Kate leva les mains, apaisante. « Rick, je ne dis pas que je le crois, mais légalement, s'il arrive demain avec les papiers, la loi lui donnera raison. » Je jetai un regard à la petite Anna, toujours assise sur le sol, la main posée sur le chien. Et à lui, toujours immobile, toujours fidèle à sa valise. Je n'avais pas besoin d'être juriste pour savoir que quelque chose clochait. Tout ça sentait la peur, la dissimulation et la douleur trop anciennes pour être accidentelles. « Et la clé USB ?» demandai-je brusquement en me tournant vers Kate. « Quelqu'un l'a seulement branchée ? Elle vient de cette valise, et c'est elle qui le garde. Je parie ma pension que la petite fille qui a fait ses dessins ne l'attend pas à Glendale. » Kate secoua la tête. « On ne peut pas, Rick. C'est une pièce à conviction. » Tant qu'il prétend en être propriétaire, je n'avais même pas attendu qu'elle finisse. Je ramassai la clé USB et me levai. Mes genoux grinçaient, ma hanche lançait, mais à cet instant, j'étais un autre homme. S'il cache quelque chose, on doit le découvrir avant demain matin. Rachel s'était déjà tournée vers son mari. « On a l'ordinateur dans la voiture ?» Marcus hocha la tête. « On ne peut pas laisser ce type repartir avec lui. » Je regardais Anna et le chien. Elle avait cessé de dessiner, gardant ses 2 petites mains posées sur son crâne, murmurant quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait entendre. Et lui, ses yeux restaient rivés sur elle, 2 âmes cabossées, comme des éclats du même miroir brisé. Je me penchai vers eux. « On revient, soldat, promis. » Et je sentis, ou peut-être imaginai-je, sa queue remuer très légèrement contre le sol. La voiture des Thompson sentait à la fois la richesse discrète et les frites de fast-food. Cette combinaison, curieusement, les rendait encore plus humains. Rachel s'installa à l'arrière avec Anna, qui s'accrochait à son carnet comme un gilet de sauvetage. Marcus prenait le volant et moi, la place passager. Je gardais la clé USB bien enfoncée dans ma poche comme si elle contenait plus que des mégas de données. Marcus proposa « Un café sur Jefferson Avenue. Wi-Fi, banquette mais tranquille. » Je tranchai sec. « Non, chez moi. » Rachel protesta doucement. « Monsieur Sullivan, vraiment, on ne veut pas ?» Je la coupais. « Rick. Et vous n'imposez rien, c'est ma maison, Émilie aurait voulu. Elle disait toujours qu'elle la trouvait trop vide. » 20 minutes plus tard, la clé tourna dans la serrure. Pour la première fois depuis des mois, j'entrai dans ma propre maison sans avoir à murmurer d'excuses au silence. Je sentis les regards discrets sur le tablier jaune toujours accroché dans la cuisine, les 2 tasses alignées près de l'évier, les photos de famille couvrant la cheminée. Michael en uniforme, Émilie dans son jardin, un Noël d'avant, quand tout avait encore un sens. « Charmante maison », murmura Rachel. Je démarrai mon vieil ordinateur installé dans la chambre de Michael. Tout y était encore, comme s'il devait rentrer demain. Trophée de baseball, lit tiré au cordeau façon militaire. Marcus m'aida à brancher la clé. Pendant ce temps, Rachel et Anna inspectaient discrètement le salon.
Anna s'arrêta un instant devant une photo de Michael à 8 ans, son premier chien, un bâtard tout en os nommé Cooper. Elle effleura le cadre, l'écran s'alluma enfin, toussant comme un vieillard. 3 dossiers apparaissaient sur la clé, photos, vidéos, et pour celui qui trouvera. Je cliquais sur le dernier. C'était une lettre datée d'il y a 6 mois. Je m'appelle Ellie Monroe, j'ai 6 ans. Je sais écrire parce que Buddy m'a appris en m'écoutant réciter. Si vous lisez ceci, c'est que quelque chose de mal est arrivé. S'il vous plaît, prenez soin de Buddy, c'est un bon chien. Il m'a protégé quand papa était en colère. Papa dit que je vais aller au ciel à cause de ma tête malade. C'est pas grave. Mais Buddy ne peut pas encore aller au ciel. Il doit protéger quelqu'un d'autre maintenant. C'est son travail. Les règles de Buddy: 1. Il aime qu'on lui frotte les oreilles quand il y a de l'orage. 2. Il ne mange que si on dit « bon chien d'abord ». 3e. Il a peur des ceintures mais il ne mord pas. 4e. Il aime le violet parce que moi, j'aime le violet. 5. Il sait quand vous êtes triste et il vous apportera son jouet. 6. Ne laissez pas papa le retrouver. Love, Ellie. PS. J'ai caché $100 dans son collier pour la nourriture. La pièce était muette. Même les murs semblaient écouter. Rachel porte sa main à sa bouche. Anna, elle, s'était rapprochée, son petit doigt suivant les lignes sur l'écran. Ses lèvres murmurèrent à peine audibles. « Elle est au ciel maintenant, comme ma première maman. »« Comment tu sais ça, ma puce ?» demanda Rachel, la voix tremblante. Anna répondit simplement, comme si c'était évident. « Buddy me l'a dit, pas avec des mots, mais je comprends. » Je restais assis là, le souffle court. Cette petite savait déjà ce que nous venions à peine de découvrir. Il ne fallait pas rendre ce chien à Gregory Monroe. Et quelque chose dans cette maison me disait que j'allais tout faire pour l'empêcher. Marcus posa sa main sur mon épaule. « On a jusqu'à demain matin, 10 heures. Ça nous laisse 12 heures pour trouver ce qu'il faut. » Je hochai la tête. Sur l'écran, le dossier vidéo clignotait. Rachel dit doucement « On devrait regarder ». Je sentis ma gorge se serrer. Je n'avais pas envie. Déjà, rien que la lettre avait été un coup de poing. Mais on avait besoin de preuves. Je cliquais. La première vidéo était presque joyeuse. Ellie qui essayait d'apprendre à Buddy à danser, tournant maladroitement avec lui dans un jardin ensoleillé. La deuxième la montrait dans un petit chariot tiré par le chien, les deux riant. Puis le ton changea. L'angle montrait une cuisine, filmée depuis un téléphone mal calé. On entendait la voix d'Ellie. « S'il te plaît, papa !» Et le son sec d'un coup, puis un deuxième. On voyait le chien, intervenant, se glissant entre elle et son père, encaissant les coups, gémissant, mais ne bougeant pas. Toujours debout, toujours protecteur. Je stoppais la vidéo, je ne pouvais pas en voir plus, pas tout de suite. Rachel pleurait en silence. Marcus serrait la mâchoire si fort que je crus entendre ses dents grincer. Anna s'était assise en tailleur sur le tapis, son carnet sur les genoux, elle avait déjà commencé à dessiner. Rachel s'essuya les joues d'un geste sec, reprenant contenance. « On a assez vu pour aujourd'hui », murmura-t-elle. Marcus approuva d'un signe de tête lourd. Pourtant, mes yeux restaient accrochés à l'écran, là où la vidéo s'était figée sur la silhouette d'Ellie blottie contre Buddy, sa petite main agrippant son collier comme un dernier fil à la réalité. Je n'arrivais pas à m'en détacher. Je savais que je devrais revoir chaque seconde de ces vidéos avant demain matin, parce qu'à 10 heures précises, ce monstre viendrait réclamer son chien. Et la loi, froide et aveugle, serait de son côté. Rachel s'approcha de moi, posant sa main sur mon épaule. « On devrait rentrer à l'hôtel, laisser Anna se reposer. On revient à la première heure demain, Rick ?» Je hochai la tête, même si je n'avais aucune intention de dormir. Je les raccompagnai à la porte. Anna s'arrêta sur le seuil, levant ses yeux d'un noir profond vers moi. « Tu vas le protéger ?» dit-elle simplement. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, une promesse silencieuse qu'elle me forçait à formuler. Je lui répondis, sans réfléchir. « Oui, ma petite, je vais le protéger. » Elle hocha la tête et retourna s'asseoir dans la voiture sans un mot de plus. Quand le moteur disparut au coin de la rue, je refermai la porte derrière moi et me laissai glisser contre le battant. Je fixai la clé USB posée sur la table et la valise toujours ouverte à côté. À l'intérieur, les dessins d'Ellie semblaient presque me supplier de continuer. Alors je me relevai, cliquai de nouveau sur Vidéos, une demi-douzaine de fichiers, datés sur plusieurs mois. Toujours la même caméra, toujours la même scène, une cuisine, un salon, parfois une chambre d'hôpital. Et toujours la même violence, toujours la même résilience silencieuse de Buddy. Il encaissait les coups, se plaçait entre elle et la colère, sans jamais mordre. Je pris des notes à la hâte, relevant les dates, l'évolution des blessures, puis je tombai sur un fichier daté d'une semaine avant la dernière hospitalisation d'Ellie.
Il était plus long que les autres. On voyait la petite fille assise sur son lit, Buddy contre elle. Elle chuchotait « Tu dois courir, Buddy. Quand je serai partie, papa va vouloir te faire mal. Tu dois trouver quelqu'un d'autre. Promets-le-moi. » Puis elle écarta la couverture et glissa ce qui ressemblait à la clé USB sous la doublure de la valise, nouant le ruban autour pour la fermer. « Quelqu'un la trouvera? Quelqu'un de gentil, comme toi. » Je laissai la vidéo tourner jusqu'à la fin, le cœur serré. Puis, d'un geste déterminé, je gravai toutes les preuves sur un DVD. J'avais passé assez d'années dans les couloirs d'hôpitaux et de tribunaux pour savoir ce qu'il fallait présenter à un juge. Et il ne me restait que quelques heures. Je ne fermais pas l'œil cette nuit-là. Je passais mon temps à relire la lettre d'Ellie, à ranger les dessins dans un dossier et à préparer un petit sac avec la clé, le DVD, la lettre et le collier. Vers 5 heures du matin, mon téléphone sonna. C'était Kate. Sa voix sonnait étranglée. « Rick, il est déjà là. Monroe. Il est arrivé à l'ouverture, sous comme un coin, et il a exigé qu'on lui donne le chien tout de suite. Mon sang ne fit qu'un tour. Je suis en route. Je me garai en crissant des pneus sur le parking du refuge. À travers la vitre, je vis Monroe, massif en colère, une main bandée, gesticulant face à Kate. À côté de lui, un avocat en costume qui avait l'air plus gêné qu'autre chose. Dès que je poussai la porte, Monroe se tourna vers moi. « Ah, voilà le voleur en personne. Vous avez de la chance que je ne porte pas plainte tout de suite. » Je sentis un frisson glacial remonter ma colonne. Mais j'avançai jusqu'à lui, plantant mes yeux dans les siens. « Vous pouvez porter plainte contre moi tant que vous voulez. Mais ce chien ne quittera pas cet endroit aujourd'hui. » Il éclata de rire, un son creux, mauvais. « Vous croyez que c'est vous qui décidez ?» Son avocat l'interrompit, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Monroe serra les poings, mais hocha la tête. « On règle ça devant un juge alors. » Je hochai la tête à mon tour. C'est exactement ce que je comptais faire. Je sortis mon téléphone et appelai la seule personne qui pouvait m'aider. Une ancienne collègue d'Emily devenue juge, Martha Reynolds. Elle avait assisté à mon procès pour faute médicale il y a des années et avait été la seule à croire en moi. Sa voix me fit presque sourire. « Rick Sullivan, si tu m'appelles à 7 heures du matin, c'est que tu es encore en train d'essayer de sauver quelqu'un. » Je lui exposai la situation en quelques phrases. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis dit « Amène-moi ces preuves, tout de suite, je bloque une audience d'urgence. » Je raccrochai et me tournai vers Monroe. « On se retrouve devant la juge dans 2 heures. Préparez vos papiers. » Il ricana, mais je vis une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Sur le chemin du tribunal, je passai prendre Rachel Marcus et Anna à leur hôtel. Anna serrait déjà son carnet dans ses bras, comme si elle savait que c'était maintenant que tout se jouait. « On va le sauver » murmura-t-elle en montant dans la voiture. Je hochai la tête. « Oui, on va le sauver. » La salle d'audience était petite, impersonnelle, éclairée par des néons qui bourdonnaient. La juge Reynolds trônait derrière son bureau, ses lunettes au bout du nez. Elle me lança un sourire en coin. « Monsieur Sullivan, on se retrouve encore, hein ?» Puis elle posa ses yeux sur Monroe et sa voix devint tranchante. « Monsieur Monroe, vous prétendez être le propriétaire de cet animal ?» Il hocha la tête, son avocat glissant ses papiers sur le bureau. Puce électronique, certificat vétérinaire, photo. La juge les parcourut rapidement. « Très bien, et la partie adverse ?» Je pris une grande inspiration et me levai. « Votre honneur ?» dis-je en posant la clé USB et le DVD sur le bureau. J'ai ici des preuves vidéo et écrites que ce chien, loin d'être volé, a été maltraité et utilisé comme bouclier par Monsieur Monroe. Il ne garde pas cette valise pour rien. Il garde les secrets d'une petite fille qui lui a confié sa vie. Les sourcils de la juge se froncèrent alors qu'elle faisait signe à son greffier de lancer la première vidéo. Et dans la salle glaciale, la voix d'Ellie résonna. Son petit visage fragile à l'écran, sa voix douce qui répétait « Ne laisse pas papa te trouver ». La salle devint si silencieuse que j'entendais ma propre respiration. Quand la vidéo s'arrêta, la juge retira ses lunettes et fixa Monroe. « Monsieur Monroe, vous avez quelque chose à dire ?» Il resta muet, les mâchoires serrées. Et c'est à ce moment-là que la petite Anna, qui était restée sagement assise à côté de Rachel, se leva. Elle marcha jusqu'au bureau, sans peur, sa voix était fluette, mais elle portait dans toute la salle. « On ne peut pas lui rendre le chien. Il lui ferait du mal, comme à la petite fille. Il l'a déjà dit. Il l'a écrit. » Elle tendit un petit bout de papier froissé qu'elle avait trouvé dans la valise sous la doublure. La juge le lut à voix basse, pâlissant. « Quand tout ça sera terminé, je fais piquer ce chien. Il me rappelle trop Ellie. » Je vis alors la dernière étincelle de victoire s'éteindre dans les yeux de Monroe. La juge claqua son marteau. « La cour rejette la demande de restitution.
Le chien reste sous la garde de Monsieur Sullivan et de la famille Thompson en attendant la suite des investigations. Rachel poussa un soupir de soulagement. Marcus serra son poing. Et Anna, elle, se tourna vers moi et sourit. Un vrai sourire. On l'a sauvée. Et à cet instant, je sus que cette petite fille et ce vieux chien m'avaient, eux aussi, sauvé. Quand la juge Reynolds quitta son siège, la salle resta figée pendant plusieurs secondes. Même les néons, dans leur bourdonnement incessant, semblaient moins bruyants. Puis soudain, comme si la tension avait rompu d'un coup, Rachel serra Anna contre elle, Marcus posa la main sur mon épaule, et un murmure d'applaudissements discrets monta du fond de la salle. Je restai debout, figé, regardant la porte par laquelle Monroe venait d'être emmené sous escorte, le visage fermé. Il avait lancé une dernière menace avant de disparaître. « Ce n'est pas fini, Sullivan, je trouverai un moyen. » Mais au fond de moi, je savais qu'il venait de perdre la partie. Pour la première fois depuis des années, je sentais quelque chose d'inattendu, presque effrayant, un espoir timide, fragile, mais tenace. Nous sortîmes tous ensemble dans l'air frais du matin. Le soleil perçait à travers les nuages, dorant le parvis du tribunal d'une lumière douce. Anna marchait près de moi, toujours son carnet sous le bras. Elle ne disait rien, mais je sentais qu'elle m'évaluait à sa manière. Puis doucement, elle glissa sa petite main dans la mienne, comme un sceau, comme une promesse. Rachel me lança un regard attendri. Elle ne fait ça avec personne. Je me contentais d'un hochement de tête. Je savais que ce geste signifiait plus que n'importe quel mot. Marcus proposa « On devrait tous aller voir Buddy, maintenant, lui dire qu'il reste avec nous, qu'il est sauvé. » Au refuge, nous trouvâmes Kate et le docteur Webb déjà au courant de la décision. « Vous avez gagné une bataille, Rick ?» me dit Kate avec un sourire. Mais il y avait une ombre dans ses yeux. Elle me prit à part. Il reste la quarantaine obligatoire. Et maintenant qu'il a mordu Monroe en public, les services animaliers insistent. 10 jours minimum, pas moyen d'y couper. Je sentis un frisson glacé m'envahir. 10 jours, à nouveau seul, enfermé, persuadé d'avoir été abandonné. Je jetai un œil vers la porte d'isolement. À travers la petite vitre, je vis Buddy, couché sur le béton, tournant le dos à tout et à tous, immobile comme une statue brisée. Anna avait compris. Elle colla son front contre la vitre et murmura « Il croit qu'on l'a laissé, comme avant ». Sa voix tremblait. Rachel posa une main sur son épaule. Même Kate semblait mal à l'aise. « Il y a une solution ?» finit par dire le docteur Webb. Il consulta son téléphone visiblement hésitant. La loi exige une quarantaine dans une installation agréée. Mais rien n'interdit qu'elle ait lieu dans un cabinet vétérinaire si le chien est surveillé et isolé correctement. Je le regardai droit dans les yeux. « Combien ?» Il hésita. « Disons, autour de 3000 pour 10 jours. » Rachel et Marcus se regardèrent, prêts à sortir leur carte bancaire. Mais je levai la main. « Non, c'est moi qui paie. » Marcus voulut protester. Je coupai court, j'ai pris soin d'assez de vie pour savoir quand c'est mon tour de rendre ce qu'on m'a donné. Je sortis mon téléphone et appelai Tom, mon comptable de toujours. Sa voix ensommeillée décrocha. « Rick, bon sang, il est à peine 8 heures. » Je le coupais, liquide le dernier compte retraite. Je m'en fiche des pénalités. Silence à l'autre bout, puis « Tu es sûr ?» Je lançai un regard vers Anna, toujours appuyée contre la vitre, et répondis « Oui ». Dans l'heure suivante, tout fut signé, payé, organisé. Buddy fut transféré au cabinet de Webb dans une salle propre et tranquille, avec ses affaires, sa valise et même la vieille couverture d'Emily que j'avais laissée avec lui. Rachel et Marcus nous suivirent jusque-là, puis prirent congé, promettant de revenir chaque jour avec Anna. Je restai seul avec Buddy, assis en tailleur sur le sol. Il ne bougeait pas, mais je sentais son regard sur moi, méfiant, fatigué, mais pas tout à fait vide. « T'as été un bon soldat », murmurai-je en lui montrant la valise posée à côté. « On a gagné la première manche. » À ces mots, sa queue remua à peine, une fraction de seconde. Mais c'était déjà énorme. Je restai là jusqu'à la fin de la journée, à lui lire des passages d'un vieux roman policier trouvé dans la salle d'attente, juste pour qu'il s'habitue à ma voix. Cette nuit-là, je regagnai ma maison et je m'effondrai sur le canapé. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur du lendemain. Je savais qu'il y aurait encore des épreuves, mais je n'étais plus seul à les affronter. Le lendemain matin, le téléphone sonna. C'était la juge Reynolds. Sa voix était grave. « Rick, je viens de recevoir un appel du procureur. La police a rouvert le dossier Monroe, des preuves retrouvées dans son bureau. Le décès de sa sœur Christina n'était peut-être pas accidentel, et la façon dont il a volontairement aggravé la maladie de sa fille. Tout ça remonte à la surface. » Je restai muet,
Christina, la sœur d'Ellie qui travaillait à la morgue et avait essayé d'alerter quelqu'un, morte dans un accident suspect. La voix de Reynolds reprit. « Tu as mis la lumière sur des ténèbres que personne ne voulait voir. » Je répondis simplement « Ce n'est pas moi, c'est elle. » Le jour suivant, Rachel et Marcus vinrent me voir chez moi. Cette fois, Anna entra directement sans hésiter, s'installa à la table et posa son carnet. Dessus, elle avait dessiné une maison avec des fenêtres allumées, Buddy dans le jardin et 3 silhouettes à la fenêtre. Elle, Rachel et Marcus. Et à côté, moi. Je restais sans voix. Rachel me dit doucement « Anna a une idée. Et nous, on est d'accord. » Marcus hocha la tête. « Tu devrais venir vivre chez nous. On a une dépendance derrière la maison, c'est vide. Ça ne demande qu'à retrouver de la vie. » Je restais muet un long moment. Et puis, en voyant le regard d'Anna, plein de cette même promesse silencieuse qu'elle m'avait faite la veille au tribunal, je compris qu'au fond, la décision était déjà prise. Je souris faiblement. Ça fera plaisir à Emily de me savoir enfin utile à nouveau. Et Anna me rendit ce sourire. La semaine passa plus vite que je ne l'aurais cru. Chaque jour, je prenais ma vieille Ford pour traverser la ville et aller m'asseoir dans la petite salle d'isolement du cabinet vétérinaire. Chaque jour, Anna et sa mère arrivaient un peu après moi, toujours avec des biscuits au pour-chien et un sourire pour Buddy. Et chaque jour, je remarquais un progrès, même infime. Le premier matin, il n'avait même pas levé la tête en me voyant entrer. Mais ce vendredi-là, quand j'ouvris la porte, il redressa les oreilles, et quand Anna vint poser sa main sur la vitre, il se leva péniblement pour se rapprocher, collant son museau contre le carreau. Je sentis un pincement au cœur. Je savais qu'il comprenait que son heure approchait, et cette fois, il n'avait plus à craindre ce qui l'attendait. Le docteur Webb me fit signe de le rejoindre dans son bureau à la fin de la visite. Il avait l'air moins crispé que d'habitude, presque détendu. « Rick, commença-t-il en me tendant un dossier. Les analyses sont bonnes. Pas de traces de rage, pas de signes inquiétants. Les blessures sont en bonne voie de guérison. Dans 3 jours, la quarantaine sera levée. Vous pourrez le ramener. » Je fermai les yeux un instant, laissant tomber mes épaules sous le poids qui s'allégeait enfin. Webb poursuivit. « Et ce n'est pas tout, j'ai continué à creuser comme vous m'aviez demandé. Sur la puce électronique, j'ai découvert un détail que personne n'avait vu. Monroe avait falsifié la date d'enregistrement. La puce date d'avant l'adoption officielle. Il avait volé le chien à un ancien maître. Je fronçai les sourcils. Qui ? Webb hésita avant de répondre. Un certain capitaine Douglas Cooper, un militaire. Il a déménagé dans l'Oregon après un grave accident et a dû placer Buddy dans un refuge. C'est là que Monroe a mis la main dessus. Le capitaine m'a confirmé qu'il n'a jamais signé de cession officielle. Je sentis un étrange mélange de colère et de soulagement. Buddy avait déjà eu un maître, et c'était un maître digne de ce nom. Peut-être même celui qui lui avait appris cette discipline, cette loyauté à toute épreuve. Je notais le numéro de Cooper dans mon carnet. Il fallait que je l'appelle, pas pour lui rendre Buddy. Il avait dit ne plus pouvoir s'en occuper, mais pour qu'il sache que son vieux compagnon avait enfin trouvé la paix. Ce soir-là, je rentrais chez moi, et je commençais à faire des cartons. Emily m'aurait sans doute ri au nez en me voyant faire. Moi, le vieil ours solitaire, pliais ses chemises pour les entasser dans une valise. Mais je savais que la dépendance derrière la maison des Thompson serait plus qu'un toit. Ce serait une seconde chance, une famille, un foyer. Je sortis aussi une boîte à souvenirs que je n'avais pas ouverte depuis des années. Dedans, il y avait des photos d'Emily et de Michael, des lettres jaunies, des petits trésors sans valeur pour personne d'autre. Et son tablier jaune. Je le décrochai enfin de son crochet dans la cuisine, le pliai doucement et le rangeai dans la boîte. Je murmurais en le refermant « Je ne t'oublie pas, ma chérie, mais je fais de la place, comme tu me l'as toujours dit. » 3 jours plus tard, le soleil se levait à peine quand je me garai sur le parking du cabinet vétérinaire. Rachel, Marcus et Anna étaient déjà là, impatients. La porte s'ouvrit et Webb sortit avec Buddy en laisse. Son collier violet était passé autour de son cou, bien ajusté, et il portait même un bandana propre. Quand il me vit, il s'arrêta, laissa échapper un son étrange, un mélange de gémissements et d'aboiements rauques, et avança d'un pas. Je m'agenouillai malgré ma hanche qui criait. Il posa sa tête contre mon torse, tremblant légèrement. Je passai mes doigts derrière ses oreilles. Bon chien, brave chien. Sa queue remua enfin franchement. Anna se pencha vers lui, murmurant « Tu rentres à la maison, Buddy !» Et pour la première fois depuis le bord de cette autoroute brûlante, Buddy ferma les yeux, apaisé. Ce soir-là, je pris la route vers ma nouvelle vie. La dépendance derrière la maison des Thompson était modeste mais propre et accueillante. Rachel avait suspendu des rideaux blancs aux fenêtres,
Marcus avait bricolé une petite rampe pour Buddy afin qu'il n'ait pas à sauter les 3 marches du perron. Et Anna avait déjà installé une corbeille pour lui, garnie de la vieille couverture d'Emily et de la valise d'Ellie, désormais décorée d'autocollants. Pendant que Buddy explorait son nouveau territoire, Anna s'assit sur le canapé à côté de moi. Elle avait encore son carnet sur les genoux. Elle me le tendit sans rien dire. Dessus, elle avait dessiné la petite maison, les lumières allumées, Buddy couché devant la porte et moi, assis sur le seuil, une tasse à la main. Au-dessus, en lettres d'enfant, elle avait écrit « Bienvenue chez nous ». Je sentis mes yeux me piquer. Et pour la première fois depuis longtemps, je laissais les larmes couler. Le lendemain matin, je me réveillais plus tôt que prévu. Dans la dépendance, les premiers rayons du soleil passaient à travers les rideaux blancs que Rachel avait accrochés. Buddy dormait à mes pieds, sa respiration régulière ponctuée d'un léger grognement de contentement. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas eu besoin de poser 2 tasses sur la table, de murmurer à Emily que le café était prêt. Dans le vide, j'étais là. Et il y avait quelqu'un pour qui rester là avait enfin un sens. Après le petit déjeuner avec la famille Thompson et quelques morceaux de bacon disparus pour Buddy, sous la table, Rachel m'annonça en posant sa tasse « Rick, nous avons reçu un appel du procureur ce matin. Monroe a plaidé coupable pour cruauté animale et fraude. Il restera derrière les barreaux pour au moins 20 ans. » Marcus ajouta, presque admiratif, « Et grâce à votre dossier, il rouvre même l'enquête sur la mort de sa sœur. Il pourrait être inculpé pour bien plus. » Je sentis mon souffle revenir doucement. Tout ce que Monroe avait détruit commençait enfin à se réparer pièce par pièce. Anna leva la tête de son bol de céréales. Elle chuchota comme si elle ne voulait pas rompre la magie. « Il ne reviendra plus jamais pour Buddy, hein ?» Je posai ma main sur la sienne et lui promis « Jamais. Il ne t'approchera plus, ni toi, ni lui. » Ses yeux s'éclairèrent d'une lueur discrète et elle retourna à son dessin. Dans la journée, j'appelais le capitaine Douglas Cooper, celui que Webb avait retrouvé. Sa voix était grave mais polie. « Monsieur Sullivan, je ne pensais jamais réentendre parler de ce chien. Je suis content qu'il ait trouvé un foyer digne de lui. Il mérite mieux que ce que je pouvais lui offrir après ma blessure. » Je lui racontai tout. L'autoroute, la valise, les dessins d'Ellie, le procès. Il resta silencieux pendant un long moment, puis dit « Vous lui avez donné ce que j'aurais dû lui donner depuis longtemps. Merci. » Sa voix se brisa à peine perceptible sur les derniers mots. Plus tard, ce même jour, le téléphone sonna encore. C'était la juge Reynolds. « Rick ?» Elle hésita puis reprit. « Le Conseil de l'Ordre a revu votre dossier. À la lumière de ce qu'on a découvert sur Monroe. Vous êtes blanchi, officiellement. Il vous propose de reprendre un poste de consultant auprès de l'hôpital pour enfants. Pas de chirurgie, juste du mentorat et des avis sur des cas complexes. » Je faillis refuser. Après tout, mes mains tremblaient plus qu'avant. Ma vue fatiguait vite. Mais quand elle ajouta « Vous avez encore beaucoup à offrir, Rick, et je crois que vous le savez, maintenant », je réalisais qu'elle avait raison. Emily aurait voulu que je dise oui. Ce soir-là, la dépendance résonnait des rires d'Anna. Elle et Buddy jouaient dans le jardin, une vieille balle entre eux. Je les observais depuis le seuil, la lumière du crépuscule caressant la scène. Rachel et Marcus étaient en train de préparer le dîner dans la maison principale. Une odeur de poulet rôti flottait dans l'air. Anna se tourna vers moi soudain et cria « Regarde, Rick, il joue !» Buddy bondissait après la balle, maladroit mais heureux, ses oreilles battant dans le vent. Je ne pus m'empêcher de sourire. Oui, il jouait. Enfin. Après le dîner, Anna me tendit encore un de ses dessins. Cette fois, elle avait représenté Buddy et elle, côte à côte, une grande maison derrière eux. Et au-dessus d'eux, 2 silhouettes ailées dans le ciel, veillant sur eux. Une petite fille aux boucles sombres et une femme aux cheveux gris argentés. En bas, elle avait écrit « Il veille toujours ». Je sentis un nœud dans ma gorge, je lui caressai doucement la joue, incapable de trouver les mots. Elle n'en demanda pas, elle savait. Ce soir-là, je pris la route vers ma nouvelle vie. La dépendance derrière la maison des Thompson était modeste mais propre et accueillante. Rachel avait suspendu des rideaux blancs aux fenêtres. Marcus avait bricolé une petite rampe pour Buddy afin qu'il n'ait pas à sauter les 3 marches du perron. Et Anna avait déjà installé une corbeille pour lui, garnie de la vieille couverture d'Emily et de la valise d'Ellie, désormais décorée d'autocollants. Pendant que Buddy explorait son nouveau territoire, Anna s'assit sur le canapé à côté de moi. Elle avait encore son carnet sur les genoux, elle me le tendit sans rien dire. Dessus, elle avait dessiné la petite maison, les lumières allumées, Buddy couché devant la porte, et moi, assis sur le seuil,
une tasse à la main. Au-dessus, en lettres d'enfant, elle avait écrit « Bienvenue chez nous ». Je sentis mes yeux me piquer. Et pour la première fois depuis longtemps, je laissais les larmes couler. Le lendemain matin, je me réveillais plus tôt que prévu. Dans la dépendance, les premiers rayons du soleil passaient à travers les rideaux blancs que Rachel avait accrochés. Buddy dormait à mes pieds, sa respiration régulière ponctuée d'un léger grognement de contentement. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas eu besoin de poser 2 tasses sur la table, de murmurer à Émilie que le café était prêt dans le vide. J'étais là, et il y avait quelqu'un pour qui rester là avait enfin un sens. Après le petit déjeuner avec la famille Thompson et quelques morceaux de bacon disparus pour Buddy, sous la table, Rachel m'annonça en posant sa tasse « Rick, nous avons reçu un appel du procureur ce matin. Monroe a plaidé coupable pour cruauté animale et fraude. Il restera derrière les barreaux pour au moins 20 ans. » Marcus ajouta, presque admiratif. « Et grâce à votre dossier, il rouvre même l'enquête sur la mort de sa sœur. Il pourrait être inculpé pour bien plus. » Je sentis mon souffle revenir doucement. Tout ce que Monroe avait détruit commençait enfin à se réparer pièce par pièce. Anna leva la tête de son bol de céréales. Elle chuchota comme si elle ne voulait pas rompre la magie. « Il ne reviendra plus jamais pour Buddy, hein ?» Je posai ma main sur la sienne et lui promis « Jamais. Il ne t'approchera plus. Ni toi, ni lui. » Ses yeux s'éclairèrent d'une lueur discrète, et elle retourna à son dessin. Dans la journée, j'appelai le capitaine Douglas Cooper, celui que Webb avait retrouvé. Sa voix était grave mais polie. « Monsieur Sullivan, je ne pensais jamais réentendre parler de ce chien. Je suis content qu'il ait trouvé un foyer digne de lui. Il mérite mieux que ce que je pouvais lui offrir après ma blessure. » Je lui racontai tout, l'autoroute, la valise, les dessins d'Ellie, le procès. Il resta silencieux pendant un long moment, puis dit « Vous lui avez donné ce que j'aurais dû lui donner depuis longtemps. Merci. » Sa voix se brisa à peine perceptible sur les derniers mots. Plus tard, ce même jour, le téléphone sonna encore. C'était la juge Reynolds. « Rick !» Elle hésita puis reprit. « Le Conseil de l'Ordre a revu votre dossier. À la lumière de ce qu'on a découvert sur Monroe, vous êtes blanchi. Officiellement. Il vous propose de reprendre un poste de consultant auprès de l'hôpital pour enfants. Pas de chirurgie, juste du mentorat et des avis sur des cas complexes. » Je faillis refuser. Après tout, mes mains tremblaient plus qu'avant. Ma vue fatiguait vite. Mais quand elle ajouta « Vous avez encore beaucoup à offrir, Rick, et je crois que vous le savez. Maintenant, je réalisais qu'elle avait raison. Émilie aurait voulu que je dise oui. » Ce soir-là, la dépendance résonnait des rires d'Anna. Elle et Buddy jouaient dans le jardin, une vieille balle entre eux. Je les observais depuis le seuil, la lumière du crépuscule caressant la Seine. Rachel et Marcus étaient train de préparer le dîner dans la maison principale. Une odeur de poulet rôti flottait dans l'air. Anna se tourna vers moi soudain et cria « Regarde, Rick, il joue !» Buddy bondissait après la balle, maladroit mais heureux, ses oreilles battant dans le vent. Je ne pus m'empêcher de sourire. Oui, il jouait. Enfin. Après le dîner, Anna me tendit encore un de ses dessins. Cette fois, elle avait représenté Buddy et elle, côte à côte, une grande maison derrière eux. Et au-dessus d'eux, 2 silhouettes ailées dans le ciel, veillant sur eux, une petite fille aux boucles sombres et une femme aux cheveux gris argentés. En bas, elle avait écrit « Il veilla toujours ». Je sentis un nœud dans ma gorge, je lui caressai doucement la joue, incapable de trouver les mots. Elle n'en demanda pas, elle savait. Et pour la première fois depuis des années, je me couchais en paix. Quelques semaines plus tard, la dépendance était devenue un véritable petit foyer. J'avais accroché quelques photos d'Émilie et de Michael sur le mur, et Rachel avait apporté des rideaux d'un bleu doux. Anna avait même pris l'habitude de déposer sur ma table de chevet ses dessins les plus récents. Buddy en train de courir dans un champ, Buddy et elle couchés sur la couverture d'Ellie, et toujours là-haut dans le ciel. Ces 2 silhouettes ailées veillant sur nous. Un soir, alors que je rentrais d'une consultation à l'hôpital, je trouvais Anna assise sur le perron. Elle avait l'air soucieuse. Je m'accroupis près d'elle. « Qu'est-ce qu'il y a, petite ?» Elle releva vers moi ses grands yeux sombres et murmura « À l'école, ils ont dit que Buddy était juste un chien, qu'il n'avait pas d'âme. » Je restai un instant silencieux, cherchant mes mots. Puis je pris ses mains dans les miennes. « Écoute-moi bien, Anna. Si les âmes existent, alors la sienne est plus grande et plus belle que celle de beaucoup d'hommes que j'ai connus. Et ils t'aiment comme personne ne pourrait jamais le faire. Ça, c'est une âme. » Elle sourit timidement et se blottit contre moi. Buddy s'approcha doucement et posa sa tête sur ses genoux, comme pour confirmer mes paroles. Je posai ma main sur son dos
Et ajouter, presque pour moi-même, c'est un bon garçon, un très bon garçon. Le lendemain, en arrivant à l'hôpital, une jeune interne vint me chercher avec un air inquiet. « Docteur Sullivan, le directeur voudrait vous voir. » Mon cœur se serra. J'entrai dans son bureau, craignant le pire, mais il m'accueillit avec un large sourire. « Rick, asseyez-vous. » Je pris place, surpris. Il sortit une enveloppe et me la tendit. « C'est officiel. Vous êtes désormais notre référent pour les cas pédiatriques taux complexes. On ne pouvait plus se permettre de vous garder seulement 2 jours par semaine. Et vous serez payé comme un membre du personnel à plein temps. » Je restai muet, puis soufflai « Merci ». Il tapota le bureau et ajouta « Ne me remerciez pas. C'est nous qui devrions vous remercier. Depuis votre retour, les diagnostics sont plus précis. Et vous avez même pris le temps d'écouter les familles. Vous rappelez à tout le monde pourquoi on a choisi ce métier. » En rentrant le soir, j'avais presque envie de courir pour l'annoncer à Anna. Je la trouvais dans le jardin avec Buddy. Elle avait disposé ses dessins par terre et lui montrait chacun d'eux, comme si elle lui racontait des histoires. Quand elle me vit arriver, elle se leva d'un bond et demanda « Tu as aidé des enfants aujourd'hui ?» Je hochai la tête. « Oui, et j'ai eu une promotion. » Ses yeux brillèrent. « Alors, ça veut dire que tu es heureux maintenant ?» Je m'accroupis pour être à sa hauteur. « Oui, grâce à toi. Et grâce à lui. » Je désignai Buddy, qui remuait lentement la queue. Le week-end suivant, Rachel et Marcus organisèrent un grand dîner dans la maison principale. Le salon était plein d'amis et de voisins. Anna se tenait à mes côtés, Buddy assis sagement à ses pieds. À un moment, Rachel leva son verre et prit la parole. Je voulais profiter de ce soir pour dire quelque chose. Tout le monde se tut. Elle me regarda droit dans les yeux. « Rick, quand tu es arrivé ici, tu avais le cœur en morceaux. Mais tu as trouvé la force d'aimer à nouveau, d'aider à nouveau. Tu nous as donné plus que tu ne le sauras jamais. Et tu as rendu à Anna le sourire qu'elle avait perdu. Pour ça, merci. » Je sentis mes joues chauffer et mon regard se brouiller. Je levai mon propre verre. Merci à vous tous de m'avoir offert une famille et de m'avoir permis de tenir la promesse que j'avais faite à une petite fille que je n'ai jamais connue. Cette nuit-là, alors que je rentrais à la dépendance, je trouvais Anna endormie dans le fauteuil, un carnet ouvert sur ses genoux. Je m'approchai doucement et lus ce qu'elle avait écrit en lettres d'enfant. Aujourd'hui, j'ai 2 anges qui me protègent, Émilie et Ellie. Et j'ai 2 papas, un qui est au ciel, Eric, qui est ici. Et j'ai Buddy, qui a l'âme la plus grande de tous. Je refermai doucement le carnet et posai un baiser sur son front. Les semaines suivantes passèrent dans une routine douce et presque irréelle. Je continuais mes journées à l'hôpital, passant d'un service à l'autre, écoutant les cas complexes et prenant le temps de parler aux familles. Et chaque soir, je retrouvais la maison des Thompson, Anna courant dans le jardin avec Buddy, Rachel et Marcus m'accueillant à table, comme si j'avais toujours fait partie de leur vie. Je sentais en moi une énergie nouvelle. Mon cœur était toujours marqué par l'âge et les épreuves, mais plus jamais il ne battait dans le vide. Un vendredi soir, alors que je m'apprêtais à quitter l'hôpital, mon téléphone sonna. C'était la juge Reynolds. Sa voix était grave. « Rick, Monroe a passé un accord. Il a avoué la maltraitance, la fraude et l'homicide de sa sœur en échange d'une peine plus légère, mais il ne sortira pas avant de longues années et la police a retrouvé, grâce à ses aveux, plusieurs enregistrements qu'il avait cachés. Ce qu'il a fait à Ellie est plus abominable qu'on ne le pensait. » Je sentis mon estomac se nouer. Reynolds ajouta « Il ne touchera plus jamais à qui que ce soit. Et je voulais que tu le saches. Grâce à toi, on a aussi retrouvé des preuves pour d'autres familles. Tu as fait plus que sauver Buddy et Anna. Tu as empêché qu'ils ne fassent d'autres victimes. » Je raccrochai et restai un instant debout dans le parking vide. Puis je levai les yeux vers le ciel, sombre mais parsemé d'étoiles. Comme chaque fois que je pensais à Émilie et Ellie, je leur parlais tout bas. « On a réussi, vous pouvez vous reposer. » Ce soir-là, en rentrant à la maison, je trouvais Anna qui m'attendait sur le perron, Buddy à ses pieds. Elle avait encore un de ses dessins dans les mains. Elle me le tendit fièrement. Cette fois, c'était une grande maison avec des fenêtres pleines de lumière, un vieux médecin assis sur le seuil avec une tasse à la main et à ses pieds, Buddy et une petite fille aux nattes noires. Dans le ciel, 2 anges souriaient. Et tout autour, des fils d'or reliaient tout le monde. En bas, elle avait écrit en lettres maladroites « On est une famille maintenant, et on reste ». Je sentis un poids immense se dissoudre en moi. Je m'accroupis et la pris doucement dans mes bras. Buddy vint poser sa tête contre ma jambe. Marcus et Rachel sortirent à leur tour. Marcus déclara « Rick,
On a parlé tous les deux. Cette maison est grande et on aimerait te proposer de ne plus seulement habiter la dépendance, on veut que tu te sentes ici, chez toi, dans la maison principale. Je restais interdit un instant, puis je vis Anna lever les yeux vers moi, pleine d'espoir, et je compris que ma place était là, avec eux. Je répondis simplement « oui ». Le lendemain matin, j'aidai Marcus à déplacer mes affaires dans une chambre de la maison. Rachel avait déjà préparé les draps et posé un vase de fleurs sur la commode. En voyant Émilie sur la photo que j'avais posée sur la table de nuit, elle dit doucement « Elle doit être fière ». Je souris. Elle l'est, je le sens. Ce soir-là, autour du grand dîner dominical, Rachel leva son verre. À nous, à cette famille improbable qu'on a construite sur des morceaux brisés. Anna ajouta dans un souffle « Et à Ellie ». Nous levâmes tous nos verres, et je murmurai à Ellie. Après le repas, Anna demanda si elle pouvait dormir dans ma chambre, avec Buddy à ses pieds. Je ne sus pas dire non. Quand elle s'endormit enfin, Buddy, fidèle sentinelle, s'installa à côté du lit. Je pris mon carnet et commençai à écrire une nouvelle lettre à Ellie. « Chère Ellie, ce soir, je me sens enfin entier. Tu as tendu des fils d'or invisibles entre des étrangers, et grâce à toi, nous sommes devenus une famille. Je promets de veiller sur elle, sur lui, sur eux tous. Et je n'oublierai jamais ce que tu nous as appris. Même les cœurs brisés peuvent encore battre. Merci. » Je posai le carnet sur la table et caressai doucement la tête de Buddy. Son regard me répondit, confiant, serein, aimant. Oui, on était une famille. Et cette fois, rien ni personne ne pourrait nous enlever ça. Les mois passèrent, comme des pages que l'on tourne sans s'en rendre compte. La maison ne retentissait plus jamais du silence pesant auquel je m'étais si longtemps habitué. À présent, il y avait des rires qui résonnaient jusque dans la dépendance, des odeurs de biscuits chauds, la course d'Anna dans le jardin avec Buddy sur ses talons, et la douce habitude des dîners partagés, toujours à la même heure, toujours dans la même lumière dorée. À l'hôpital, je m'étais peu à peu refait une place. Les jeunes médecins venaient me consulter presque chaque jour, parfois plus pour mon expérience que pour un avis technique, et il m'arrivait même de surprendre des familles en train de sourire au milieu des mauvaises nouvelles, simplement parce que quelqu'un avait pris le temps de les écouter. Émilie aurait dit que c'était là ma vraie vocation, et peut-être qu'elle avait eu raison depuis le début. Un samedi matin, en rentrant d'une promenade au parc avec Anna et Buddy, je trouvai une grande enveloppe dans la boîte aux lettres. À l'intérieur, une lettre manuscrite du procureur. Monsieur Sullivan, nous avons le plaisir de vous informer que le tribunal a décidé de vous restituer les dommages financiers injustement perçus à la suite du procès Monroe. Vous êtes désormais totalement réhabilité. Vous trouverez 6 juin le chèque correspondant à la somme due. Je restai un long moment assis à la table de la cuisine, fixant ce chèque. Pas pour l'argent. Il n'avait plus d'importance, mais pour ce qu'il représentait, la fin d'une injustice et la preuve que tout ce qu'on avait traversé avait servi à quelque chose. Rachel entra dans la pièce et s'arrêta en voyant mon expression. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. Je lui tendis la lettre. Elle la lut et sourit. « Alors, tu peux enfin tourner la page ?» Je hochai la tête. « Oui, mais je ne veux pas refermer le livre. » Elle me dévisagea, intriguée. Je poursuivis, « Parce qu'il y a encore des chapitres à écrire. Avec vous. » Elle posa doucement sa main sur mon épaule. « Alors écris-les. On est là pour ça. » Plus tard dans la journée, Anna m'aida à préparer un petit paquet. Dedans, nous glissâmes une copie de la lettre du tribunal, la photo d'Anna et Buddy sous le grand chêne du jardin et une carte où j'avais écrit quelques mots « Chère Ellie, nous avons gagné, et pas seulement pour Buddy. Nous avons gagné pour toi, pour ta mémoire, pour tout ce que tu as essayé de protéger. Ton nom est synonyme de courage ici. Et Buddy, il est heureux, il est enfin chez lui. Merci pour les fils d'or que tu nous as laissés et pour la lumière que tu continues de faire briller sur nous. Avec tout mon respect, et toute ma gratitude, Rick. » J'avais décidé de déposer ce paquet dans la valise d'Ellie à côté de ses dessins pour qu'elle sache. Quelques jours plus tard, à l'hôpital, alors que je sortais d'une réunion, une infirmière vint me chercher dans le couloir. « Docteur Sullivan, il y a un appel pour vous à l'accueil. » Je décrochai. Une voix hésitante, plus jeune que ce à quoi je m'attendais, dit « Monsieur Sullivan, ici Andrew Cooper, le fils du capitaine Cooper. Je voulais juste vous remercier. Mon père a parlé de vous avant de partir. Il est décédé il y a 2 semaines, mais il était soulagé de savoir que Buddy avait trouvé un foyer. Il voulait que vous le sachiez. » Je me sentis étrangement apaisé en raccrochant, comme si un autre chapitre venait de se refermer, dans la sérénité cette fois. Le soir, alors que nous prenions le dîner sous la véranda, Rachel me demanda « Rick,
Si tu devais tout recommencer, même avec tout ce que tu as perdu, est-ce que tu le ferais? Je regardais Anna, endormie sur le canapé avec Buddy lové contre elle. Je regardais Marcus et Rachel qui m'observaient, un mélange de curiosité et d'affection dans les yeux. Je pris une gorgée de vin et répondis, sans hésiter une seconde. Ils sourirent de tous les deux. Rachel dit doucement, « Alors tu es enfin chez toi. » Et pour la première fois, je sentis au plus profond de moi qu'elle avait raison. Le temps avait une façon étrange de filer, désormais. Les saisons se succédaient, et la maison, elle, restait pleine de vie. L'automne avait peint les arbres du jardin de tons d'orange et d'or. Anna et Buddy passaient des heures à courir dans les feuilles mortes, son rire et ses petits pas résonnant comme une musique qu'on croyait perdue. J'avais pris l'habitude, le soir venu, de m'asseoir sur la véranda avec une tasse de thé, Buddy installé à mes pieds. Anna venait parfois se glisser à côté de moi, son carnet toujours sous le bras. Elle avait transformé ses dessins en une sorte de journal et me les montrait presque tous les jours. Il y avait la maison, bien sûr, mais aussi des pages entières où elle dessinait Émilie et Ellie côte à côte dans le ciel, des fils d'or descendant de leurs mains pour relier chacun d'entre nous. Elle me demanda un soir, sa voix douce, « Rick, tu crois qu'elles sont fières de nous ?» Je posai ma main sur la sienne et répondis, « J'en suis sûr, et pas juste fière. Elles veillent sur nous, chaque jour. » À l'hôpital, mon rôle de consultant m'avait redonné un sens, une utilité. Je crois que je comprenais mieux ces familles que beaucoup d'autres médecins, leur peur, leur colère, leur silence parfois. Je savais que les cicatrices ne se voyaient pas toujours et je savais que tendre la main suffisait parfois à sauver quelqu'un. Un soir de décembre, alors que nous préparions le sapin dans le salon, Anna accrocha une boule en verre sur laquelle elle avait peint le nom d'Ellie. Puis elle en accrocha une deuxième avec le nom d'Émilie. Elle me dit « Comme ça, elles sont avec nous pour Noël ». J'eus du mal à retenir mes larmes en voyant ces deux prénoms côte à côte sur la branche la plus haute. À minuit, une fois la maison endormie, je me levai pour écrire une dernière lettre à Ellie avant de la glisser dans sa vieille valise. « Chère Ellie, cette année c'est notre premier Noël en famille. Et c'est grâce à toi, grâce à ton courage, à la façon dont tu as su protéger Buddy même quand toi-même tu étais si fragile. Il dort à mes pieds en ce moment. Sa queue remue doucement même dans son sommeil. Il a trouvé sa place. Et moi aussi, tu n'as pas seulement sauvé ton chien. Tu nous as tous sauvés. Merci pour la lumière que tu continues d'allumer ici, à chaque rire d'Anna, à chaque regard doux de Buddy, à chaque sourire de Rachel et Marcus. Promis, nous prendrons soin d'eux. Toujours. Avec tout mon amour et toute ma gratitude, Rick. » Je refermai doucement la valise et caressai la tête de Buddy. Ses yeux sombres me regardèrent avec la même loyauté tranquille qu'au premier jour. Je murmurai « Mission accomplie, brave garçon !» Quelques semaines plus tard, la neige tomba sur la petite ville. Anna et Buddy couraient dans le jardin, leurs pas laissant des traces dans la poudreuse. Je restais debout sur le seuil, un sourire sur les lèvres. La dépendance était vide maintenant. Ma place était ici, avec eux, au milieu des cris de joie et des écorchures au cœur qui, à force d'amour, finissaient par guérir. Marcus me rejoignit et posa une main sur mon épaule. « On dirait que tu es exactement là où tu devais être. » Je hochai la tête et répondis « Oui, on ne choisit pas toujours la famille dans laquelle on est, mais parfois, la famille qui vous choisit vaut tout l'or du monde. » Anna s'arrêta soudain pour me lancer « Allez Rick, viens faire un ange dans la neige avec nous !» Je laissai échapper un rire franc, comme je n'en avais pas eu depuis des années. Puis je rejoignis la petite fille et son chien, dans ce jardin devenu notre monde. Et cette nuit-là, en m'endormant, je sentis pour la première fois depuis longtemps que tout était enfin à sa place, que le fil d'or qu'Ellie avait tendu entre nous ne romprait jamais. Parce qu'au fond, la famille ne tient pas à un nom sur un papier, ni à une maison sur un acte de propriété. Elle tient à qui reste, à qui se lève pour vous quand vous êtes à terre, à qui décide que vous méritez d'être aimé, même quand vous n'y croyez plus vous-même. Alors je vous le dis, à vous qui écoutez cette histoire, peu importe votre âge, peu importe ce que vous avez perdu, peu importe combien vous croyez être brisé, il y a encore des chapitres à écrire. Et parfois, ils commencent avec un chien blessé sur le bord d'une autoroute, une petite fille qui ne parle plus et une vieille valise pleine de dessins et d'espoir. Parfois, la famille que vous attendiez vous trouve au moment où vous vous y attendez le moins. Alors ouvrez la porte et restez.